Donc, nous avons 9 dispositifs qui étaient déjà connus. Donc, comme on vous a dit, qu'on a retoiletté. Nous avons l'aide à la création des TPE. C'est un dispositif que nous avons rajouté, par contre. L'aide à la création et au développement d'activités. L'aide à l'emploi. C'est vraiment le dispositif qu'on a beaucoup retravaillé parce qu'on a eu sur ce dispositif beaucoup d'effets d'aubaine. On en parlera après. L'aide à la transmission reprise. C'est une aide que nous avons aussi beaucoup regardée parce que nous avons une population vieillissante, ce qui veut dire que normalement il devra avoir une certaine mutation des exploitations puisque des personnes partent à la retraite, les chefs d'entreprise partent à la retraite. L'aide au conseil, j'y tiens parce que je pense qu'il faudrait qu'on arrive à avoir vraiment du conseil pertinent pour les demandeurs d'emploi. L'aide à l'international, l'aide aux entreprises en difficulté, dispositif aussi donc d'une aide sur l'organisation et la structuration des filières. C'est vraiment là une tendance que nous voulons forte pour que nous avons exprimée dans le STDEI. Il faut que nos entreprises arrivent à se structurer en filière pour qu'elles puissent monter en compétences et notamment si elles veulent aussi faire de l'exportation. Et puis l'aide aux actions collectives. Alors j'espère que ça viendra. Alors, pour continuer, vous allez voir ce que vous avez vu tout à l'heure là. Donc, les secteurs d'activité qui sont exclus, mais ce sont des secteurs qui sont exclus de l'aide de façon générale, puisque vous savez que notre dispositif, il est encadré par le règlement européen. Et ces secteurs d'activité sont exclus dans, je dirais, c'est pas de notre décision, c'est au niveau du règlement européen. Donc, le type d'aide que nous avons mis en place et qui sont mis en place par les régions ne concerne pas le secteur. Donc, je les énumère pour vous rapidement. Ah, ça vient. C'est là. Sidérurgie, mine de charbon, construction navale, fibres synthétiques, services financiers, services d'assurance, professions réglementées. Par exemple, un médecin ne peut pas faire de demande d'aide chez nous, les sociétés d'assurance ni les banques non plus. Activités commerciales de grande distribution, donc sont exclues du dispositif, les activités immobilières, transport et infrastructures correspondantes, production et distribution d'énergie, production et transformation commerciale de produits agricoles, il y a des aides spécifiques, pour la pêche et l'aquaculture aussi, et production et distribution d'énergie. Donc je dirais, c'est le cadre général d'exclusion. Donc rien de nouveau, c'était déjà exclu avant, c'est suivant le règlement européen. Les secteurs prioritaires, là c'est des secteurs que nous avons décidé de mettre en priorité et donc ils auront un bonus, vous allez voir un bonus de taux d'intervention. Donc l'agroalimentaire, le numérique, le tourisme, les énergies renouvelables, commerce de proximité, notamment les épiceries de quartier. On a une action que l'on souhaite mener, je pense qu'il commencera d'ici la fin de l'année et qui se poursuivra l'année prochaine sur nos commerces de quartier, ce que j'appelle les boutiques pays. Et puis la silver economy, c'est pour nous un défi vu le vieillissement de notre population. Il faut qu'on arrive en termes économiques à répondre à ces nouveaux besoins qui ont une certaine complexité. Ensuite, nous avons donc les activités qui sont exclues en création. Là aussi, c'est une décision que nous avons prise, c'est-à-dire donc là-dessus, je tiens à dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'aide de la collectivité que ces activités ne peuvent pas se créer. Mais nous avons décidé que nous n'allons pas soutenir en création ces activités. Par contre, en développement, celles qui sont déjà sur le territoire, en développement et qui souhaitent une modernisation, une extension, sont éligibles. Alors, restauration rapide, coiffure, esthétique, réparation automobile, contrôle technique
à l'exception de ceux pour les poids lourds, prestations de conseil, boulangerie, pâtisserie, location de voitures. Alors pourquoi? Parce que notamment sur le territoire de la CACEM et dans certaines communes de la Martinique, il y a, je dirais, pléthore de ces commerces ou de ces exploitations ayant cette activité sur le marché. Et on s'est rendu compte que quand on aidait à une ouverture, par ailleurs, on avait un dossier qui arrivait chez nous en difficulté parce que, je prends le cas par exemple, pour un coiffeur, on aide un coiffeur sur la ville de Fort-de-France, mais par ailleurs, nous avons des entreprises en difficulté, coiffure, sur la ville de Fort-de-France. Donc, on s'est dit, quand on aide, en même temps, on déséquilibre ou on incite. Donc, on ne va pas inciter. Ce n'est pas pour autant que si le chef d'entreprise qui a ce projet est sûr de son modèle économique et a un avantage concurrentiel, il peut y aller. Ça, c'est lui qui constatera s'il a bien fait ou pas fait. Mais nous, je trouve qu'on avait le devoir de ne pas inciter puisque on constatait qu'il y avait déjà une trop grande offre sur ces activités, notamment sur la CACEM. Alors, par ailleurs, effectivement, ces activités en création dans certaines zones qui sont dépourvues peuvent effectivement avoir donc une subvention, enfin être éligibles à une subvention. Donc ça fait partie des modifications que nous avons apportées au dispositif. Donc les zones prioritaires, donc dans le Nord Caraïbe et le Nord Atlantique, ce sont les deux grosses, je dirais, les deux grosses parties de notre territoire qui sont en difficulté, je dirais, de développement. Donc au Nord Caraïbe, il y a le Prêcheur, Morne-Rouge, Saint-Pierre, Carbet, Mont-de-Vert, Font-Saint-Denis, Bellefontaine, Casse-Pilote. Donc dans ces zones prioritaires, s'il y a les activités que nous avons exclues précédemment s'installent, effectivement, elles peuvent être éligibles. Nord-Atlantique, Grand-Rivière, Basse-Pointe, Macouba, Ajoupa-Bouillon, Lorrain, Marigot, Sainte-Marie, Gros-Morne. Alors, suivant. Sur Fort-de-France, nous avons en zone prioritaire donc certains quartiers de Fort-de-France, Centre-Ville, Sainte-Thérèse, Citron, Trénel, Texaco, Gaudissart, Terre-Saint-Ville, Volga-Plage, Berge de Debriand, Rivière-Droite, Bonnet, Ravine-Bouillé. Au Lamentin, 3 quartiers, Vieux-Pont, Bas-Mission, Four-à-Chaud. Et dans le sud, 4 communes, Saint-Esprit, Vauclin, Rivière-Pilote, Anse-d'Arly. Alors là, j'ai mis quelques définitions générales, quelques mesures générales qui sont applicables à l'ensemble de notre dispositif, sauf cas particulier. D'abord que les aides versées sont sous forme de subvention avec un principe de non-récurrence pour les TPE. Vous allez voir, on est en TPE en primo-création. Si primo-création veut dire que c'est la première fois. Et aussi sur les aides aux entreprises en difficulté. On aide une fois, on ne peut pas aider chaque fois, ce qui veut dire que la difficulté, elle n'est pas réglée. Les aides des différentes mesures ne sont pas cumulables avec d'autres aides publiques portant sur la même assiette éligible. Je prends le cas de l'emploi. Si vous avez bénéficié, par exemple, de la mesure avenir que proposait, sur les emplois d'avenir que proposait l'État, vous pouvez pas sur le même emploi avoir aussi donc la mesure de la CTM. Dans le plan de financement devra obligatoirement figurer un apport privé, alors soit des ressources personnelles, soit un financement extérieur. C'est un peu ce que je disais un peu précédemment. Il faut que le plan de financement tienne la route. Disons ça comme ça. Il faut qu'il soit bouclé. Il faut que déjà le demandeur ait un apport. Alors, je sais qu'à un moment, c'était dit, on peut monter des sociétés avec 1 euro, on peut faire. Ça, je dirais, c'est peut-être un langage pour inciter les gens à aller vers l'entrepreneuriat. Mais nos entreprises souffrent pour la plupart d'une sous-capitalisation, d'un manque de fonds propres. Et sans un minimum de fonds propres, on n'arrive pas à passer le cap des 3 ans.
C'est pas moi qui le veux pas, c'est un constat, c'est comme ça. Donc, si on veut être pertinent et si la subvention que nous donnons soit le mieux utilisée et le mieux, je dirais, accueillie dans un milieu favorable, il faut un minimum d'investissement de celui qui monte le projet. Les diplômes requis dans certaines professions par les syndicats professionnels sont exigés pour prétendre à l'obtention de l'aide et même pour prétendre à ce que nous instruisons le dossier. C'est-à-dire, on prend le cas d'un coiffeur, il faut un CAP, il faut un BEP coiffeur. Moi, j'ai vu dernièrement, on avait quelqu'un qui était, il me semble, hein, qui était un peu dans la mécanique et qui a décidé de passer coiffeur. Je veux bien, mais puisque l'entrepreneuriat est libre, mais je dis qu'il le fasse, la profession demande que les coiffeurs, que celui qui ouvre un salon de coiffure ait son diplôme. Donc nous derrière, s'il ne l'a pas, nous n'instruisons pas le dossier. Donc ensuite, les conditions d'exercice sont fixées par les conditions d'exercice fixées par les organismes professionnels ou par certains consulaires devront être justifiées dans le processus d'exploitation du demandeur pour prétendre à l'obtention de la subvention CTM. Je m'explique. Au niveau dernièrement, j'ai été encore pas plus tard qu'il y a 2 jours à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Les garagistes ont un label garage propre. Donc nous avons décidé notamment pour ce label garage propre que quand un garagiste nous fait une demande de subvention, d'aide, il faut qu'il rentre dans cette démarche de garage propre. Je dirais son organisme professionnel fait l'effort de mettre un label en place pour pas pour faire joli, mais vraiment pour donner un comportement et mettre en place des moyens d'exploitation qui respectent l'environnement. Il faut que par ailleurs nous, la collectivité, qu'on puisse être cohérents et soutenir cette démarche, qui est une démarche vraiment d'intérêt général. Donc, si un garage n'a pas le label garage propre, nous pensons peut-être qu'il n'est pas encore entré dans la démarche environnementale, donc nous ne donnons pas suite à sa demande. C'est pareil pour l'imprimerie verte, enfin et tout. C'est beaucoup de labels en fin de compte, notamment qui concernent l'environnement. Les entreprises en franchise nationale et internationale sont inéligibles au présent dispositif, ça l'était déjà. Et puis après, je vous ai mis 2 définitions de ce que c'est qu'une immobilisation corporelle, donc ce qu'on entend par immobilisation corporelle et ce qu'on entend par immobilisation incorporelle. 3e. Sinon, j'ai voulu faire aussi une précision sur les véhicules. Les véhicules, de façon générale, nous ne faisons plus entrer dans le matériel éligible les véhicules. Nous estimons que dans une exploitation, la partie donc liée au véhicule, la partie financement liée au véhicule peut se traiter par du leasing et non par un financement direct. Donc et direct et ensuite après couvert par une subvention. Le leasing est l'un des meilleurs moyens de financer les véhicules et nous avons mis une mesure qui aujourd'hui pour certains, ceux qui sont déjà sur le nouveau dispositif, n'a pas été peut-être bien explicité de notre part. C'est les véhicules pour le transport de personnes en situation de handicap. Donc de façon générale, les véhicules sont exclus, sauf pour les véhicules de tourisme qui sont en location, et vous avez des locations pas pour que la personne en situation de handicap conduise, mais pour qu'on puisse transporter la personne en situation de handicap. Donc il y a quelques locations qui proposent ce type de véhicule. Et donc nous avons pensé que c'était de notre devoir de pouvoir aider ce type de véhicule à être aménagé et être en offre sur notre territoire. Alors pas plus de 3 véhicules par structure. Donc ce sont donc ces véhicules aménagés. Alors ça ne concerne pas les TPNR puisque là c'est
Un autre, je dirais, c'est toujours pour les personnes en situation de handicap, mais ce n'était pas le but de cette mesure, de mettre les véhicules TPNR qui peuvent aussi, les sociétés qui font ce type de transport peuvent aussi faire du leasing. Bien. On continue. Et je passe la parole à Madame Goujon. Donc nous allons vous présenter de façon détaillée les différents dispositifs donc d'aide aux entreprises. Alors le premier dispositif que nous allons voir, c'est le dispositif d'aide à la création des très petites entreprises. Alors ce dispositif remplace, pour ceux qui le connaissaient, l'ancien dispositif de soutien spécifique aux très petites entreprises. Vous verrez que c'est un dispositif qui est complètement nouveau et qui a été complété de 2 mesures complémentaires. Alors, qui est concerné? Ce sont des très petites entreprises et des primo-créateurs. C'est-à-dire que souvent, ce sont des gens qui sont dans des situations d'exclusion ou encore qui sont demandeurs d'emploi et qui souhaitent créer leur emploi. Donc, ça concerne des sociétés qui sont de 0 à 2 ans et qui ont un chiffre d'affaires prévisionnel inférieur ou égal à 60 000 €. Nous intervenons sur 3 volets. Le premier volet sont les frais d'installation et de démarrage. On peut y trouver le compteur électrique, on peut trouver, différents frais liés à l'activité, le premier stock dont l'entreprise peut avoir besoin. Donc, l'intervention sera de 50% du coût hors taxe des dépenses éligibles, et ce, plafonné à 5 000 €. Le second volet, c'est un volet qui existait déjà, donc ce sont l'investissement initial nécessaire à la mise en place de l'activité. Donc on y trouvera les immobilisations corporelles et incorporelles. Et on va trouver pour l'activité l'aménagement du local professionnel, le matériel professionnel. On va trouver le matériel informatique, on va y trouver la création du site internet, l'acquisition de logiciels spécifiques à l'activité. Ce sont des exemples, la liste n'est pas exhaustive. La subvention sera aussi de 50% du coût hors taxe des dépenses éligibles, et ce, plafonné à 25 000 €. Nous accompagnons ce dispositif d'un 3e volet, qui c'est une prime qui est donnée au chef d'entreprise du moment qu'il a commencé à investir. C'est-à-dire que cette prime de 5 000 €, on va vous dire, fait office de premier salaire. On sait qu'au début, le chef d'entreprise a du mal à se donner un premier revenu. Il doit répondre à certaines conditions. C'était soit un travailleur non salarié, il doit être inscrit au Pôle emploi, et l'aide sollicitée doit être au plus tard 6 mois après la demande de subvention, des 2 premiers volets en fait. Les 3 volets donc sont cumulables. Par contre, vous pouvez demander le premier et le dernier, le 2 et les 3. Par contre, vous ne pouvez pas solliciter la prime de chef d'entreprise si vous n'avez pas sollicité l'un des dispositifs précédents. Donc, on parle bien de primo-créateur. Et quand on parlait du principe de non-récurrence, effectivement, si on est primo-créateur, ce dispositif, on ne le demandera qu'une seule fois. Un chef d'entreprise ne pourra en bénéficier qu'une seule fois. Le deuxième dispositif, c'est celui qui est souvent le plus important, c'est le dispositif d'aide à la création et au développement d'activités qui sont concernées toutes les entreprises de toute forme juridique, SAS, SASU, association à objet économique, SARL, etc. Quand ce sont des entreprises qui sont dans le cadre d'une modernisation, elles doivent être en situation financière saine, à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Nous intervenons en phase de création, en phase d'extension et en phase de diversification. Donc, le projet hors taxe ne doit pas dépasser 200 000 €. Au-delà de 200 000 €, on passe sur les fonds FEDER. Les dépenses éligibles, donc celles dont on a parlé tout à l'heure, sont aussi bien les immobilisations corporelles et incorporelles. Alors, la subvention, aujourd'hui, donc vous voyez l'évolution, le taux de subvention, on va dire normal, commun, sera de 30% hors taxe des dépenses éligibles et la subvention est plafonnée à 60 000 €. Madame Torpy vous a présenté tout à l'heure les secteurs prioritaires et les activités prioritaires.
Donc, si une entreprise est placée dans un secteur prioritaire, donc elle aura une majoration de plus 10% sur le taux d'intervention de la subvention et plus 10% en cas d'activité prioritaire. Donc, on va faire simple, une entreprise agroalimentaire qui est située à Case-Pilote, elle aura donc un taux de 50%. Il y aura une majoration supplémentaire de 5% en cas de label, les labels qui ont été présentés. À côté de ces dispositifs d'accompagnement sur les investissements d'entreprise, nous intervenons aussi sur les frais d'assistance à la réalisation du projet. Alors, qu'entendons-nous par des frais d'assistance à la réalisation du projet? Vous pouvez avoir dans certaines activités des besoins particuliers d'études sur la mise en place de l'activité, souvent qu'il y a un coût, et nous pouvons aider dans ces frais d'études et d'assistance à hauteur de 50%, et ce plafonné à 5 000 €. Le deuxième volet d'accompagnement, ce sont les frais et montage de suivi des dossiers, donc les frais des conseils habituels. Donc aujourd'hui, la subvention est de 35% et elle est plafonnée à 2 000 €. Le dispositif suivant, donc c'est aujourd'hui le dispositif d'aide à l'emploi. L'objectif est d'encourager et soutenir l'emploi par l'embauche de personnes au chômage en Martinique et inscrites au Pôle emploi. Les conditions, être demandeur d'emploi ou bénéficier d'une transformation d'un contrat en CDI, de CDD en CDI. Il faut avoir une inscription au Pôle emploi depuis au moins 3 mois. Madame Torpille a parlé de la notion d'effet d'aubaine et aujourd'hui, cette inscription d'au moins 3 mois est obligatoire. Nous avons donc 4 dispositifs principaux d'aide à l'emploi. Un dispositif qui existait déjà, le dispositif de pépinière jeunes cadres, concerne qui? Les jeunes de moins de 35 ans, qui est au moins un niveau Bac+3, ils soient embauchés en CDI, avoir une embauche dès l'acquis de diplôme. Donc en fait, ce sont les jeunes qui sortent des écoles, des universités, donc pas besoin d'être inscrits au Pôle emploi. Dès qu'ils sortent, c'est leur premier emploi. Donc, on peut aider une entreprise à embaucher ce type de salarié ou quelqu'un qui n'a pas eu un travail régulier depuis plus d'1 an. On sait que les jeunes qui sont, par exemple, en école de commerce font des stages et ils sont concernés par ce dispositif. La subvention, c'est 60% du salaire brut sur 2 ans. Il faut que cette personne soit payée minimum 1,3 SMIC brut. Et la subvention sera plafonnée à 33 500 €. Nous avons aussi un dispositif pépinière senior. Donc, on parle de demandeurs d'emploi qui ont plus de 50 ans. Ils doivent être aussi embauchés en CDI. La subvention, c'est 50% du salaire brut sur 2 ans. Minimum 1,3 SMIC brut. Et la subvention est plafonnée à 21 000 €. Le troisième dispositif, c'est on va dire le dispositif un petit peu général. Qui visons-nous? D'abord, un premier dispositif sur les personnes ayant plus de 25 ans. La subvention, c'est 30% du salaire brut sur 12 mois et elle est plafonnée à 8 000 €. Pour les jeunes, donc de 16 à 25 ans, c'est aussi une subvention de 40% du salaire brut sur 12 mois. Elle est plafonnée à 10 000 €. Il y a un nouveau dispositif qui n'existait pas dans les dispositifs de la collectivité précédemment. C'est des subventions pour les travailleurs en situation de handicap. Aujourd'hui, donc, nous avons une aide pour l'embauche des travailleurs en situation de handicap. La subvention, c'est 75% du salaire brut. Cette personne devrait être payée au minimum au SMIC. Le salaire est calculé, la subvention est calculée sur 2 ans et elle est plafonnée à 27 500 €. Le dispositif suivant que nous vous présentons, c'est celui de la transmission et reprise d'entreprise. L'objectif est de favoriser la cession intergénérationnelle d'entreprise et encourager la transmission de savoir-faire. Il faut que l'entreprise qui est reprise présente une situation financière saine, qu'elle soit à jour de ses dettes fiscales et sociales
et que l'entreprise rachetée ait au moins 5 ans d'exploitation. Le premier volet, on peut faire une aide au conseil. Ça concerne la mission d'évaluation de l'entreprise par un expert qui pourra assurer le repreneur totalement de la faisabilité du projet. Donc la subvention sera de 50% de la mission et le montant de la subvention est plafonné à 5 000 €. Le deuxième volet, c'est l'aide au rachat du fonds de commerce. Donc il faut qu'il y ait un apport financier du promoteur d'au moins 25% des dépenses éligibles. La subvention sera de 30% du coût du rachat du fonds de commerce et ou 4 000 € par emploi repris en CDI. Et la subvention maximum dont peut bénéficier le repreneur est de 65 000 €. Le troisième volet, c'est l'aide à la reprise et au démarrage d'entreprise par les salariés. La subvention sera de 65% des dépenses éligibles. Donc, il y a des investissements, des frais d'installation sur 2 ans. Et la subvention, là, elle est portée à 80 000 €. Dans ce dispositif, il est prévu un volet dans lequel on accompagne l'entreprise si elle souhaite recruter un manager. La subvention sera donc de 60% du salaire brut lié au recrutement de managers confirmés ou 50% du coût d'un accompagnement de 300 € de conseil et la subvention sera donc plafonnée à 33 500 €. Un nouveau volet qui apparaît dans le dispositif de reprise-transmission de la collectivité, la reprise d'entreprises en difficulté. Donc une entreprise qui est hors période d'observation, avec un repreneur qui est juridiquement indépendant de l'entreprise, sauf si l'entreprise est reprise par des salariés. Donc la collectivité prévoit ce nouveau dispositif. Donc on retrouve l'aide au conseil, donc la subvention de 50% de la mission plafonnée à 5 000 €. On trouve une aide au maintien des emplois. La subvention sera de 10 000 € par emploi en CDI maintenu dans l'entreprise et elle sera plafonnée au double des fonds propres et ce, dans la limite d'une subvention de 100 000 €. Le troisième volet est d'une aide au rachat de tout ou partie des actifs de l'entreprise. Et là, la subvention sera de 30% sur la valorisation des éléments d'actifs plafonné au double des fonds propres et aussi dans une limite de subvention de 100 000 €. Le dispositif suivant est le dispositif des entreprises en difficulté. Alors nous avons deux types de dispositifs, un pour les sociétés et un pour les entreprises individuelles. L'objectif est de soutenir une activité à potentiel qui vit une difficulté passagère et non structurelle. L'entreprise doit justifier de plus de 3 ans d'activité, être en règle fiscalement et socialement, ou en tout cas dans le cadre d'un moratoire. Des critères de l'entreprise en difficulté. Une entreprise en difficulté, quand elle a perdu la moitié de son capital social à cause de résultats déficitaires, ou qu'elle fait l'objet d'une procédure collective, donc elle est dans le cadre d'un plan de continuation. Nous intervenons, le premier volet, sur la reconstitution du fonds de roulement, le renforcement des fonds propres. La subvention sera de 50% du besoin de fonds de roulement ou des fonds propres et la subvention sera plafonnée donc à 100 000 €. Nous pouvons aussi intervenir dans un deuxième volet sur l'aide à la modernisation, donc l'acquisition de matériel complémentaire ou la modernisation d'un outil de production. La subvention sera de 60% des dépenses éligibles et plafonnée là aussi à 100 000 €. Donc, les deux volets sont cumulables. L'essentiel, c'est de ne pas dépasser le plafond de 100 000 €. Pour être éligible à ce dispositif, on va demander à l'entreprise de nous fournir au préalable un véritable plan de restructuration motivé qui identifie les difficultés et les causes, qui présente des dispositions et des mesures envisagées et le plan de financement nécessaire pour trouver une exploitation prospère.
ce qu'on voit, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que des entreprises en difficulté viennent effectivement, font un dossier pour demander donc le soutien donc dû aux entreprises en difficulté selon le dispositif, mais la difficulté qui a été constatée, quand on regarde qu'est-ce qu'ils vont faire pour sortir de cette difficulté? Si vous êtes dans une difficulté, il y a à voir comment faire pour sortir de cette difficulté. Il n'y a pas vraiment de mesures pour changer le cours, je dirais, le cours des choses. Ce qui fait que l'entreprise qui est en difficulté, 2 ans plus tard, enfin, elle revient, ou 3 ans plus tard, on a des entreprises qui reviennent régulièrement tous les 3 ans, parce qu'on avait dit que c'était tous les 3 ans. Donc, et on remarque qu'on n'a pas on n'avait pas exigé de plan de redressement, donc l'entreprise a continué à tourner comme elle tournait. Mais si vous êtes en difficulté en tournant comme vous tournez, c'est que dans 3 ans, vous allez vous retrouver dans la même situation. Alors, et là, c'est vraiment transporter, comme on dit, de l'eau dans un panier percé. Donc, l'argent est trop dur à avoir pour pouvoir ne pas exiger que quand nous intervenant sur une entreprise en difficulté, que les mesures doivent vraiment être prises pour qu'elle sorte de cette difficulté. Alors il y a des activités, et je veux le dire puisque je suis assez, je dirais, franche sur certains propos. Il y a des activités effectivement qui sont en difficulté, mais je dirais qui quelque part, vu l'évolution de notre temps, elles seront mortes tôt ou tard. Donc des fois, aider une entreprise qui, on voit bien que son activité ne sera plus ce qu'elle était et que d'autres types d'exploitation ont déjà pris le relais, il y a des activités qui vont disparaître. C'est vrai que je comprends que le chef d'entreprise, ça fait 40 ans qu'il est dans son entreprise et qu'il veut absolument maintenir son activité, et dit mais ça ne peut pas disparaître comme ça. Oui, il y a des activités qui vont être amenées à disparaître, comme de nouveaux métiers et de nouvelles activités que nous connaissons peu, vont de plus en plus envahir notre marché. Et c'est normal, nous sommes dans un monde qui bouge et c'est dû à la mutation. Donc, il faut qu'on regarde, selon l'activité, si c'est une activité qui a du potentiel, quelles sont exactement les causes qui ont créé cette difficulté et quels sont notamment, entre guillemets, les remèdes qui vont être pris pour pouvoir faire en sorte que cette entreprise peut se retrouver, avec l'aide qui sera apportée, dans une meilleure position pour revenir dans une croissance normale. Donc, et on tient à dire à ça, plan de restructuration pas pertinent, nous refusons le dossier. Là-dessus, je suis vraiment très très clair dessus, parce que il faut que l'argent public qui est dur à avoir, il faut qu'il serve vraiment. Et donc, il faut se poser à un moment donné, on est des chefs d'entreprise, il faut pas avoir peur de la réalité, il faut se poser à un moment donné les vraies questions. Ensuite, nous intervenons, on a un dispositif particulier pour l'entreprise individuelle. Tout simplement, on a dû en créer un parce qu'au niveau des dispositifs des règles directrices européennes, l'entreprise individuelle n'existe pas dans les dispositifs d'aide aux entreprises en difficulté. Mais connaissant aujourd'hui notre tissu d'entreprise en Martinique, on ne pouvait pas ne pas avoir un dispositif pour les entreprises individuelles. Donc on parle d'entreprises individuelles, nous ne parlons pas des micro-entreprises et des auto-entrepreneurs, parce que l'entreprise doit justifier de 3 ans d'activité, mais aussi doit pouvoir avoir une documentation comptable, puisque c'est à partir des éléments comptables qu'est analysée la situation de l'entreprise. Elle doit être, comme je l'ai dit déjà, fiscalement et socialement en règle, et elle peut enregistrer des difficultés conjoncturelles. Donc les critères de l'entreprise en difficulté, donc elle doit faire soit l'objet d'une procédure collective ou en tout cas présenter un niveau croissant de perte sur 2 ans. Nous intervenons sur la reconstitution du fonds de roulement, c'est-à-dire qu'une subvention qui représente 40% d'un SMIC annuel si l'entreprise n'a aucun salarié. Sinon, nous intervenons dans le volet de modernisation, une subvention de 60% du besoin hors taxe de l'entreprise et ce plafonné à 30 000 €.
Le dispositif suivant est le dispositif d'aide au conseil. Il s'agit de faire bénéficier à une entreprise d'une expertise pour pouvoir lui faciliter une décision. Exemple, une entreprise qui veut s'installer à l'export, par exemple à l'international, a besoin d'évaluer, je dirais, le besoin qu'elle aura, ou en tout cas si c'est pertinent pour elle de s'installer ou de faire un projet, ou dans un projet de diversification, par exemple. Donc, nous finançons donc les services de conseil fournis par des conseillers extérieurs à la structure, à l'entreprise. La subvention, c'est 50% du coût hors taxe de la prestation de conseil et plafonnée à 30 000 euros. Ne sont pas concernés dans cette activité de conseil donc les besoins courants de l'entreprise, donc la comptabilité, le juridique, la fiscalité et la publicité. Le dispositif suivant, c'est le dispositif de développement à l'international. Il s'agit d'encourager et de soutenir les entreprises à s'ouvrir à l'international. Les entreprises concernées, ce sont des PME saines et primo-exportatrices. L'entreprise doit avoir son siège social en Martinique, une part significative de l'activité en Martinique et au moins un an avec au moins 10% de son chiffre d'affaires déjà à l'export. Un premier volet, c'est une assistance export partagée. La subvention, c'est 40% des coûts, augmenté de 10% si l'action est intégrée dans une démarche export avec la CCI. Donc la limite, c'est 30 000 euros par entreprise, 50 000 euros pour un groupement de 2 à 3 entreprises et 100 000 euros pour un groupement de 4 entreprises et plus. Donc le volet suivant, c'est celui de l'accompagnement pour un cadre export, financement de cadre, quelqu'un qui a un bac plus 3 minimum ou équivalent, qui sera chargé d'assurer la prospection sur un an vers de nouveaux marchés. Donc, nous pouvons accompagner l'entreprise sur la rémunération de ce salarié. C'est 50% de la rémunération sur 2 ans et ce plafonné à 33 500 euros. Le troisième volet, c'est l'aide pour le développement à l'international. Donc, le financement d'une action individuelle ou collective s'inscrivant dans le cadre de missions de prospection commerciale, de foires de salon, des opérations de création de groupements à l'international, la réalisation d'actions de promotion collective ou de formation spécifique à l'international. Donc, pour l'initiative collective, la subvention, c'est 60 000 euros par action dans le cas d'un groupement d'entreprises et sur la base d'une action par structure et par an. Une subvention de 10% des frais de préparation de l'opération pour le maître d'ouvrage plafonné à 30 000 euros et une subvention de 50% des frais sur 2 ans relative à la construction de groupements à l'international et de son fonctionnement, et ce plafonné à 100 000 euros. Et dans le dernier volet, donc on voit l'initiative individuelle, une subvention de 50% du budget hors taxe des dépenses retenues, plafonnée à 9 000 euros par action, s'inscrivant dans le cadre d'un projet annuel, donc pour une entreprise. Un autre dispositif, c'est celui d'aide aux actions collectives. C'est encourager la mutualisation des actions de groupements d'entreprises et soutenir l'animation économique en centre-ville et en centre-bourg. Qui sont concernés? Les organismes socio-professionnels, les chambres consulaires, les associations, les groupements d'entreprises, les coopératives, les clusters et les grappes d'entreprises. Nous intervenons sur la promotion commerciale hors export, donc les programmes proposés par des structures d'animation de proximité, la participation à des manifestations commerciales sur le territoire français, les programmes de valorisation de production et de savoir-faire au travers de plans médias. La subvention va de 30 à 50% du coût hors taxes et dépenses éligibles en fonction de l'intérêt du projet et ce plafonné à 100 000 euros. Sur le volet 2 de la dynamisation des centres-villes et centres-bourgs, il s'agit de créer une dynamique autour d'activités et des entreprises dans un espace concerné. La subvention va de 30 à 50% du coût hors taxes et dépenses éligibles en fonction de l'intérêt du projet et aussi plafonné à 100 000 euros. On précise que sont exclus les investissements matériels et les charges fixes internes des exploitations des entreprises sur ces types de projets.
Nous avons aussi un dispositif d'aide à l'organisation et à la structuration de filières. La collectivité souhaite encourager la création de filières pour gagner en compétences et en performances. Sont concernées les organisations socio-professionnelles, les chambres consulaires, les associations, les comités de filières avec entités juridiques et les pôles d'innovation. Les conditions, une contractualisation actée d'une convention d'objectifs sur la base d'un plan d'action triennal. Les filières prioritaires sont l'industrie du bois, l'agroalimentaire, l'agrotransformation, l'éco-industrie, l'éco-transformation, les énergies renouvelables et les aides à la personne. Sont éligibles donc les aides à l'investissement, les aides au fonctionnement, donc les frais de personnel, les frais administratifs et les prestations externes. Subvention sera de 65% de l'investissement et 50% pour le fonctionnement, plafonné aussi à 100 000 euros. Dans les filières prioritaires, je constate qu'on a oublié le numérique. Le numérique est pour nous une filière prioritaire.